Salut à tous! Aujourd'hui dans ce tuto Unity, on va voir comment créer une grille procédurale basique à l'aide de shaders. Dans cet épisode, on va réaliser notre propre shader URP en graphe pour afficher une grille rectangulaire en coordonnées globales avec quelques paramètres ajustables. Ce type de rendu peut être très utile pour du level design par exemple, pendant la phase initiale de whiteboxing pour identifier clairement les dimensions de la scène et placer les objets au bon endroit. Notre but, ça va être de faire en sorte que cette grille ait une taille de cellule et une épaisseur de traits personnalisables, des inputs de couleurs pour le fond et les lignes de la grille, et même un booléen pour éventuellement retirer le fond et utiliser la grille en superposition. Au passage, n'oubliez pas que vous pouvez aussi récupérer tous les assets que l'on va créer dans cette vidéo gratuitement sur GitHub, dans ce repo avec tous mes tutos Unity. Bref, tout ceci étant dit, il est temps de s'y mettre et de découvrir comment créer notre shader URP pour ce rendu de grille procédurale. Dans cette première partie, on va préparer un shader de base et son matériau associé, puis le mettre sur un plane pour afficher une simple grille rectangulaire en noir et blanc de ce type. Pour commencer, on va créer notre shader et notre material. Dans ce tutoriel, on va travailler avec l'outil URP Shader Graph, donc assurez-vous bien que votre projet utilise le pipeline de rendu URP. Vous pouvez soit créer le projet à partir du template URP, soit installer le pipeline et ensuite définir un asset de paramètres URP dans la config des graphismes de votre projet. Donc maintenant, si on fait un clic droit dans notre doc de projet, on voit qu'on peut créer un nouvel asset de type Shader Graph. Ici, on va faire un graph unlit, l'appeler Procedural Grid, puis faire un clic droit sur cet asset de shader pour créer un nouveau matériau qui l'utilise. Si j'ajoute un plane dans ma scène et que j'assigne mon matériau dessus, on voit que sa logique de rendu chaîne bien jusqu'à mon shader Procedural Grid. Donc on peut ensuite double-cliquer sur notre asset de shader graph pour l'ouvrir dans l'éditeur de graph et commencer à travailler sur notre logique de génération de grille. Comme on veut être en coordonnées globales, la première étape c'est de récupérer cette position dans la scène correspondant à notre pixel. On peut l'avoir en utilisant le nœud Position, et faites bien attention à rester dans le mode World qui est mis par défaut. D'ailleurs, si vous voulez faire une grille procédurale en coordonnées locales, c'est-à-dire une grille qui suit le plane et qui est relative à l'origine de cet objet, il vous suffit de changer cette option de World à Object, et tout sera calculé dans l'espace local. Mais bref, ici, on peut se faire une idée de ce que cette quantité représente en amenant la sortie de notre nœud dans le slot Base Color de notre contexte d'output fragment sur la droite, puis en sauvant notre asset pour vraiment remettre la scène à jour. Notre plane affiche désormais sa position globale comme une couleur, et on voit qu'on a bien quelque chose de rouge pour les X positifs, bleu pour les Z positifs, magenta, autrement dit rouge plus bleu pour les X et Z positifs, et noir pour les valeurs négatives, ce qui est cohérent avec le référentiel global qu'on peut voir dans le coin en haut à droite. Bon après, comme notre géométrie est plate, on est en fait intéressé que par ces deux axes ici, le X et le Z, donc on va ajouter un nœud split dans notre graphe pour isoler ces deux composantes. Ce sont la première et la troisième valeur, les slots R et B. Et bien sûr, on veut aussi que notre grille soit symétrique autour de l'origine. On ne veut pas que les valeurs négatives soient traitées différemment, comme c'est le cas pour l'instant. Pour éviter ce problème, on peut prendre la valeur absolue de nos composantes avec le bien nommé nœud absolute. Si je débug le résultat pour l'axe X, on voit que ça me donne une ligne noire près de 0 et du blanc partout ailleurs. En gros, à partir d'ici, la valeur absolue de ma coordonnée globale en X est égale ou supérieure à 1, et donc elle est montrée en blanc. Pour transformer ce visuel en plusieurs lignes et créer un début de grille, l'idée va être de prendre le reste de la division de cette coordonnée absolue par le pas de notre grille. On peut faire ça avec le nœud modulo auquel on passe notre valeur en X en haut et le pas de la grille en bas. Par exemple, avec cette valeur par défaut de 1, j'obtiens ça. Mon objet présente maintenant une ligne à chaque unité, à chaque fois que ma coordonnée globale en X avance d'une cellule. Et comme on a notre valeur absolue, ça se passe bien des deux côtés de l'origine. Si on change la valeur du diviseur en bas du modulo, on voit que ça contrôle en effet la distance entre les lignes.
Donc c'est ici qu'on va vouloir injecter une option pour nous permettre de choisir la taille des cellules dans notre grille. Pour faire ça, on va aller dans le panneau Blackboard de notre graphe et créer un nouveau paramètre pour notre shader de type vector2, appelé cellSize. On peut aussi sélectionner cette variable et ouvrir le panneau Graph Inspector pour mettre sa valeur par défaut à 1 sur les deux axes, puis juste en sauvant notre asset, on voit que cette nouvelle option apparaît bien dans l'inspecteur du matériau qui utilise notre shader. Ensuite, pour vraiment s'en servir dans notre calcul, on va simplement draguer la variable au milieu, puis séparer ses composantes x et y comme on l'a fait avant, pour contrôler la taille des cellules sur chaque axe indépendamment. Et puis on va utiliser la sortie en x comme diviseur pour notre modulo. Si je remets le shader à jour, vous voyez que je peux maintenant changer mes valeurs directement dans l'inspecteur et que les lignes sur mon plane, selon l'axe x, se plaident bien en temps réel. Ok, on a donc réussi à faire une sorte de motif de ligne. Sauf que ces lignes ne sont pas vraiment des jolis traits à intervalles réguliers. Ici, on a plutôt une série de petits gradients à mesure que le modulo grandit de 0 à 1 dans chaque cellule de la grille. Pour éviter ça, la solution, c'est d'utiliser un nœud SmoothStep. Cet outil nous permet en gros de ramener une valeur dans une plage donnée, et dans notre cas, si on lui passe notre coordonnée en x dans l'entrée Edge 1, une valeur en float pour l'épaisseur des traits de notre grille dans l'entrée Edge 2, et 0 dans l'entrée In, on voit que nos gradients sont instantanément transformés en de belles lignes bien nettes. Évidemment, on peut à nouveau exposer ce paramètre float en le convertissant en une nouvelle propriété pour notre shader, la grid thickness, avec une valeur par défaut à 0,1 par exemple. Voilà, c'est plutôt chouette, on a maintenant un système de lignes selon l'axe des X, très simple, mais qu'on peut customiser, et qui se fait bien à la fois dans la partie positive et la partie négative du plan horizontal. On peut ensuite faire la même chose pour l'axe Z, en copiant simplement nos nœuds Absolute, Modulo et SmoothStep, et en ramenant les composantes Z et Y de la position globale et du paramètre cellSize dans les entrées. Si j'affiche cette partie inférieure du graphe, on voit que ça me donne exactement la même chose, mais dans l'autre direction. Enfin, pour combiner les lignes sur les deux axes, il nous suffit de multiplier les deux résultats. Ça va créer un masque en noir et blanc, avec les lignes en noir et le fond en blanc, qu'on peut adapter très facilement à l'aide de nos propriétés cellSize et grid thickness visibles dans l'inspecteur. Bon, vous noterez qu'il y a un petit souci au milieu, parce qu'on se retrouve en fait avec deux lignes côte à côte, et du coup on a un trait 2 fois plus large. Mais je trouve que ça n'est pas si grave que ça pour ce tutoriel, et que ça aide même à repérer l'origine de la scène. Donc je vais le laisser comme ça, et je ne vais pas passer du temps à corriger ce problème. À la place, je préfère continuer à améliorer notre shader, et en particulier discuter de comment on peut utiliser ce masque en noir et blanc comme base pour ajouter quelques couleurs. Ok, on a donc maintenant un masque de grille en noir et blanc qu'on peut facilement ajuster dans l'inspecteur. C'est cool, mais bien sûr ce serait encore mieux si on pouvait aussi choisir la couleur du fond et des lignes pour vraiment personnaliser la grille totalement. Heureusement, c'est plutôt rapide à ajouter dans notre shader. L'idée, ça va être d'utiliser cette map en grayscale pour différencier entre le fond et les lignes, et ensuite multiplier cette valeur par des couleurs pour la teinter comme il faut. Donc préparons deux nouveaux paramètres pour notre shader, background color et grid color, et initialisons la background color à blanc, comme c'est le cas actuellement. Maintenant, on peut draguer ces deux valeurs dans notre graphe et les connecter de la façon suivante. Pour teinter le fond, on a simplement à multiplier notre masque de grille par la valeur, et ça va directement nous donner un fond de la bonne couleur. La ruse ici, c'est que les zones noires sont ignorées, parce qu'en gros, elles annulent le résultat de la multiplication. Donc ce calcul ne va prendre en compte que le fond. Et comme notre couleur initiale est un blanc pur, la multiplier avec le paramètre background color va juste remplacer chaque composante par les bonnes valeurs de rouge, vert et bleu. Pour les lignes de la grille, c'est exactement le même principe, mais on doit d'abord inverser notre masque pour que ce soit les lignes qui soient prises en compte. Donc on va insérer un nœud one- qui transforme le blanc en noir et vice versa, et ensuite on va multiplier ce nouveau résultat par notre paramètre grid color. À ce stade, on a donc un fond teinté ici, et des lignes teintées là.
qui utilisent les paramètres de couleur définis dans le blackboard. Pour les combiner, on doit juste ajouter ces deux résultats. Les parties noires de chaque calcul séparé vont venir compléter l'autre, et si on met cette valeur finale dans notre slot de sortie, on voit qu'on retrouve notre grille en noir et blanc d'avant, sauf que maintenant, on peut modifier ces deux couleurs avec les paramètres qui sont apparus dans l'inspecteur. On peut donc facilement choisir la couleur de fond et la couleur des lignes de notre grille procédurale. Mais alors, si on avait un autre mesh derrière, ou un autre background qui n'est pas juste une couleur basique comme celle-ci, et qu'on voulait que notre grille ne soit qu'en superposition, sans fond. Pour la touche finale, voyons comment ajouter une option pour rendre notre grille transparente. Pour finir ce petit shader, ajoutons une dernière option pour nous permettre de retirer le fond de la grille et de ne montrer que les lignes colorées si on veut s'en servir en superposition. On va créer ce paramètre comme une nouvelle propriété de notre shader de type booléen appelé transparent, qu'on peut utiliser dans un nœud branch dans l'entrée predicate pour permettre à notre graphe de choisir entre deux chemins de calcul en fonction de la valeur de cette variable. Le but ici, ça va être de conditionner l'alpha de notre shader à cette option. Si l'option est désactivée, alors l'alpha est de 1 partout, parce qu'on veut que notre mesh soit complètement opaque. Mais si Transparent est activé, alors l'alpha sera donné par notre masque de grille. Comme précédemment, on va utiliser la version inversée du masque pour que les lignes de la grille soient en blanc, autrement dit avec un alpha de 1, et que le fond soit en noir, autrement dit avec un alpha de 0. Le petit problème par contre, c'est que comme vous pouvez le voir, actuellement notre shader n'a pas de sortie pour l'alpha. Pour l'instant, la seule chose que notre contexte fragment nous offre comme output, c'est la couleur. Et ça, c'est parce que notre shader n'est pas tout à fait bien configuré. Pour pouvoir utiliser une valeur d'alpha, il faut que notre shader soit transparent, soit opaque, mais avec l'alpha clipping activé. Ici, on n'aura pas besoin de valeur continue pour l'alpha, on aura simplement 0 ou 1. Donc on peut utiliser de l'alpha clipping et conserver un shader opaque. Ce sera un peu mieux en termes de performance et ça n'aura aucun impact sur notre visuel. Donc retournons dans le panneau Graph Inspector et allons dans l'onglet Graph Settings. Et ici, activons l'option Alpha Clipping. Vous voyez que ça révèle instantanément deux nouveaux slots dans le contexte d'output fragment, l'alpha et l'alpha clip threshold. Du coup, on va simplement amener le résultat de notre nœud branch dans le slot d'alpha et passer le clip threshold à 1 pour bien différencier entre les parties noires et blanches. Et si on resauve le shader, on voit que maintenant, dès qu'on active l'option Transparent, notre fond disparaît et il ne nous reste que les lignes de la grille. On peut toujours choisir la taille des cellules, l'épaisseur des traits et les couleurs, et bien sûr si on désactive la logique d'alpha, on retrouve bien notre fond comme avant. Donc voilà, on y est. Vous avez désormais un exemple simple de shader de grille procédurale en coordonnées globales que vous pouvez personnaliser de différentes façons pour l'adapter à votre cas. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs sur comment utiliser le shader graph et comment créer un matériau procédural. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.